Salut à tous. Hello. Un an tout pile presque après la sortie de La La Land et le retour en grâce de la comédie musicale, semblerait qu'il y a énormément de réalisateurs et même tout Hollywood qui essaie de surfer sur cette vague. Oui, on est allé voir The Greatest Showman, qui est la comédie musicale de ce début d'année. Et on va pas vous mentir, on sautillait un petit peu moins quand on est sorti de la salle. L'intrigue se déroule à New York au 19e siècle et on suit l'histoire de P.T. Barnum qui est en fait le créateur du plus grand cirque du monde. En tout cas, celui qu'on considère comme le plus grand cirque du monde. Ouais, c'était une grosse figure, on va pas dire que c'est l'inventeur du cirque, mais c'est un mec qui a vraiment révolutionné le monde du cirque avec ce côté gigantisme à l'américaine, le spectacle, la publicité. Il a apporté énormément de choses, à savoir que ce personnage était quand même très contrasté, très contesté même, et que ce film a pris le parti à travers cette comédie musicale, de le rendre beaucoup plus gentil qu'il n'est dans la vérité. C'est le premier long métrage de Michael Gracie, qui est un réal qu'on connaissait déjà dans la publicité. C'est lui notamment qui avait fait la pub Lipton avec justement Hugh Jackman qui dansait déjà. De toute façon, Hugh Jackman, il danse déjà beaucoup. Et pour un premier long métrage, il a eu beaucoup de budget, donc c'est quelqu'un qui était déjà très assuré en publicité. Il a eu quand même 84 millions pour réaliser ce film. C'est d'ailleurs, je pense, qui explique le fait qu'il ait autant le moyen de faire une comédie musicale avec Hugh Jackman. C'est pas une coïncidence. Je pense que les deux se sont rencontrés et qu'il y a eu un vrai crush et que Hugh Jackman a poussé à Hollywood pour dire ce mec-là va réaliser le film comme il l'entend, avec le budget qu'il l'entend. Oui, il y a vraiment un casting de dingue. Donc Hugh Jackman qui tient vraiment le premier rôle et qui crève vraiment l'écran. Le film est vraiment porté par Hugh Jackman et sa performance. On a aussi Michelle Williams qu'on retrouve ici dans cette comédie musicale. À ne pas confondre avec Carey Mulligan. Ouais, on la confond pas mal. Ça, c'est celle qui joue dans Le Great Gatsby, dans Drive, etc. C'est un immense. Elles se ressemblent, c'est des sosies presque. Non, Michelle Williams, on l'avait découvert dans Dawson dans les années 90, pour les nostalgiques des années 90. On l'a retrouvée un peu plus tard aussi dans le rôle de Marilyn Monroe. Ah ouais ouais, My Week with Marilyn Monroe. Elle avait d'ailleurs été primée, je crois, au Golden Globes pour la meilleure actrice dans ce rôle-là. Et sinon, je crois qu'elle a joué également. Je sais pas une actrice qui est très. Si, Manchester by the Sea, où elle crève l'écran, mais c'est pas non plus une actrice qui a une carrière incroyable. Désolé. Et pour suppléer Hugh Jackman dans les rôles masculins de ce film, on a une star du même acabit, en tout cas la jeune génération, puisqu'on a Zac Efron. Hugh Jackman, au passage, il faut le répéter, et qui est un habitué, tu l'as dit, de la danse, du chant, etc. Et qui avait été nommé aux Oscars pour son rôle de Jean Valjean dans Les Misérables, qui était aussi une comédie musicale. Ouais, c'est un comédien qu'on voit souvent à Broadway. Aussi, effectivement. Et Zac Efron donc, vient l'aider, lui aussi un habitué, on va pas le présenter. High School Musical 1, 2, 3, 4, je sais pas combien il y en a eu. C'est un habitué du chant et de la danse, et il vient se mêler au casting plutôt bien d'ailleurs. The Greatest Showman, c'est vraiment une comédie musicale intergénérationnelle, hein, c'est vraiment pour les petits et les plus grands. Il y a un petit côté Disney d'ailleurs qui nous a un peu déplu, on en reparlera un petit peu plus tard. On reprend en fait tous les codes de la comédie musicale, la musique bien évidemment. Alors là c'est le duo de La La Land qui a fait la musique, et j'avoue qu'on était un petit peu déçus, parce que dans La La Land c'est vraiment génial, la BO est juste dingue. Ici, on a un petit côté... en fait, on nage entre le rétro et le moderne, et en fait, c'est pas forcément très bon. Il y a un anachronisme, en fait, c'est ça qui m'a dérangé, moi. Vous prenez La La Land, on met des chansons un peu pop, un peu... Dans l'air du temps, ça marche, ça fonctionne. Tu mets dans un truc qui se passe au 19e siècle, dans le monde du cirque, etc. Envoyer des chansons type Justin Timberlake, ou parfois même ça ressemble à la Reine des Neiges, c'est juste un peu dérangeant, on va dire. Il y a un ou deux, on est un peu dur, mais il y a un ou deux titres qui sont bien quand même. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, et le côté anachronique, je le trouve hyper intéressant dans plein de comédies musicales, et notamment dans celle de Baz Luhrmann, qui joue toujours justement entre cette ambivalence entre rétro et modernité. Ça marche hyper bien. Ici, elle est pas forcément assumée. Gatsby, c'est encore autre chose. En tout cas, moi, ça m'a jamais gêné ce côté un peu moderne dans les chansons. Ici, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu plus parfois Reine des Neiges, un peu Disney justement, qui m'a un peu plus gêné dans les chansons. C'est un peu niais parfois, mais ça tient aussi au scénario, on y reviendra. Mais on a la fabrication classique des dialogues, des scènes normales, etc. et qui dérapent d'un coup en chant. Sauf que je trouve que justement ce côté musique pop, etc. ne va pas avec le dialogue qui vient d'avoir lieu. C'est juste ça que je voulais dire. Et le cadre du cirque, on est en train de chanter du Justin Timberlake, ça me fait un peu chier. Voilà, c'est tout. Comme on l'a dit, on reprend vraiment tous les codes de la comédie musicale. Donc on a parlé du chant, on peut parler aussi de la danse, qui est vraiment, pour le coup, vraiment réussie. Il y a un vrai rythme dans ce film. Ouais, et puis il y a surtout, je trouve que c'est hyper bien maîtrisé au niveau de la chorégraphie. Je suis pas un grand fan de comédie musicale, je pense que vous allez le comprendre assez rapidement, mais
Au-delà de la chanson qui m'a un peu cassé les oreilles, les mises en scène, les trucs un peu où ça vole dans tous les sens, ça danse, etc. Hugh Jackman, t'as raison, crève l'écran. C'est vraiment bien fait et là-dessus, je pense qu'on peut être unanime, c'est plutôt quali. Et la réal joue bien avec ça d'ailleurs, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Il y a un vrai jeu entre le montage, la caméra, les effets de caméra et les chorégraphies. En fait, tout danse un peu dans ce film, autant la caméra que les acteurs. Du coup, ça donne un rythme aussi et même au niveau du montage, chaque roulement de tambour, entre guillemets, est à chaque fois ponctué par un montage différent avec un plan qui arrive ou un autre. Et du coup, ça c'est plutôt bien réussi. Donc il y a un vrai rythme. On mêle aussi le burlesque, le mélodrame. On est bien dans la comédie musicale. Et puis aussi, on tend aussi vers le feel good movie. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais clairement, ils ont pris un parti pris. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Mais c'est La vie est belle. Donc forcément, tu vas voir ce film. Il faut que tu te sentes bien. T'as raison là-dessus. Et certains d'ailleurs l'ont défoncé un peu ce film parce qu'ils ont fait ce choix de. J'en ai parlé tout à l'heure dans le pitch. De donner une belle image, malgré tout, à ce mec P.T. Barnum, qui est une figure de l'histoire américaine, et qui était plutôt un connard qu'un mec bien. Et puis on peut rappeler un truc qui paraît quand même hallucinant, c'est que ce film aurait mis 7 ans à se faire, en fait. Ouais, notamment dans l'écriture du scénario, qui je crois a été assez compliqué. Il y a eu 2 scénaristes, notamment celui qui avait fait déjà Chicago, donc le scénariste de Chicago, qui était une comédie musicale pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé. Et aussi le réalisateur de La Belle et la Bête, qui a aussi participé à l'écriture scénaristique de ce film. Ce qui peut nous rappeler ce côté un petit peu Disney et peut-être un petit peu mièvre parfois. Honnêtement, en le regardant, on peut se dire c'est un film Disney. Parce qu'il y a ce côté divertissement pour petits et grands, comme tu l'as dit, genre on a envie de sourire et de se sentir bien alors que c'est l'hiver. Le truc c'est que s'il a mis 7 ans pour écrire ce scénario, je vais réaliser le plus grand film de tous les temps. Non, il n'a pas mis 7 ans, il y a eu plein d'autres choses qui sont aussi entrées en compte, notamment dans la réal, parce que c'est un film qui demandait aussi beaucoup de budget et beaucoup d'effets spéciaux. On le voit d'ailleurs, parfois c'est pas forcément très fin, mais bon, c'est quand même là. Et du coup, il y a aussi peut-être la maladie de Hugh Jackman qui a eu un cancer aussi ces dernières années, qui a aussi peut-être influé sur ce tournage et sur la réal de ce film. Non, et puis le fait est qu'effectivement, il a choisi un univers particulier pour mettre en place sa comédie musicale. C'est tellement vaste, tellement riche, je pense qu'il y a, oui, effectivement, eu un travail de malade. On est quand même dans le monde du cirque, un cirque particulier, puisque c'est le cirque début du siècle, on n'est pas encore dans les clowns, etc., les acrobates, enfin même s'il y en a. On est vraiment dans le freak show qu'on avait pu voir dans la série American Horror Story. C'est les femmes à barbe, les siamois, etc. Il utilise ça pour faire du spectacle et créer le buzz autour de lui. Oui, le cirque, ça a toujours été un lieu assez idéal pour les cinéastes pour réaliser leurs films. On peut toujours penser à Charlie Chaplin au début du siècle qui commençait déjà avec le cirque, mais le freak show surtout a influencé aussi beaucoup de monde. Donc tu parlais d'American Horror Story, un petit peu plus lointain, il y avait Freaks de Ted Browning qui est une référence notamment dans le freak show. Il y a aussi Satyricon de Federico Fellini qui est un film complètement fou où tu ressors un petit peu avec la nausée et où tu passes quelques minutes un petit peu compliquées après le visionnage du film. On peut aussi parler d'Elephant Man qui s'intéressait déjà justement à tout cet aspect un peu inhumain et un peu monstrueux de l'homme. Donc du coup c'est vraiment un leitmotiv dans le cinéma qui est toujours hyper intéressant à regarder et qu'on traite souvent de 1000 manières. C'est d'ailleurs de 1000 manières et qu'on traite souvent mieux que ce film malheureusement, qui a tendance à ne pas exploiter ce côté cool justement de... C'était peut-être un des seuls côtés positifs de P.T. Barnum, même si c'était vraiment beaucoup plus pour l'argent qu'on le voit dans le film, c'était de montrer et de mettre en scène ces gens qui étaient souvent dans l'ombre et de les mettre dans la lumière. Et là on joue pas assez avec eux à mon avis et ça reste trop bon enfant, trop divertissement Disney et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est d'ailleurs clairement un des côtés négatifs du film, c'est le fait de ne jamais s'échapper de ce côté divertissement, bon enfant, ce côté la vie est belle, tout va bien, etc. Il y avait un vrai potentiel pour le faire, ils ont fait le choix de rester de A à Z dans le sourire et le bonheur. C'est un peu dommage et c'est ce qui nous amène directement vers le scénario, parce que c'est le scénario qui crée cet effet. Alors il y a beaucoup de critiques justement qui ont un peu défoncé ce film en disant que c'était un fake biopic très édulcoré et que du coup en fait on perdait toute la magie du film. Alors pour défendre aussi cette réal, le réalisateur dès le début a bien expliqué que ce qui l'intéressait dans ce film c'était la magie du personnage, le fait qu'il veuille absolument réaliser son rêve, qu'il y croit jusqu'au bout. Donc en vrai c'était vraiment le côté show-off, le côté spectacle qui l'intéressait dans le personnage de Barnum et non pas sa biographie telle qu'elle. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de prendre pas mal de liberté, notamment par rapport à sa vie. Et en effet il en a fait un personnage très édulcoré. En fait il en a fait une comédie musicale très bien pensante, assez américaine en quelque sorte, assez manichéenne et très moraliste. On est toujours... en fait on érige toujours les valeurs de la famille, de l'amour, de l'amitié avant tout, de la tolérance, alors qu'au final c'était pas un personnage si sympathique le petit Barnum. Alors encore heureux que ça soit un parti pris de blanchir la biographie de P.T. Barnum, parce que s'il avait pas fait exprès ça serait quand même dommage, tellement le mec, ok il a vite fait un côté sombre d'à peu près 12 minutes et après il se transforme en mec, c'est le plus gentil du monde, une ode à la tolérance, etc. Justement je trouve ça, c'est con mais c'est la chose que j'ai pensé quand j'étais au ciné, je me suis dit je trouve ça hyper con de pas exploiter les côtés sombres
de P.T. Barnum, de ce personnage, parce que si tu t'avais fait un beau biopic sur lui, ça aurait été hyper cool de voir comment un mec a deux faces, c'est-à-dire à la fois exploiter la mocheté et le côté monstrueux de certaines personnes pour faire de l'argent, et à la fois il les met sur le devant de la scène et il apporte une certaine idée de la tolérance. Là, on est vraiment sur un truc tout beau, tout rose. Ça m'a un peu gêné. Oui, parce que quand même, il faut rappeler quand même qui était P.T. Barnum, puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, donc du coup, c'est lui qui a créé, entre guillemets, le plus grand cirque du monde. Et pour ça, en fait, il a créé un vrai cabinet de monstruosité, chose qui n'existait pas vraiment à l'époque, en tout cas, pas grand public comme ça. Donc c'était à New York, justement. D'ailleurs, la première fois qu'il a vraiment cartonné avec un premier monstre, entre guillemets, c'est une femme de 81 ans qui l'a fait passer pour quelqu'un connaissant George Washington et qui aurait eu 181 ans. Donc tu vois, il inventait complètement, il démystifiait tout, en fait, il inventait complètement ses propres personnages, quitte justement parfois à les dénigrer, mais en même temps ça a carrément réussi. Dans le film, on peut d'ailleurs voir le rôle joué par Petit Pouce, Tom Thumb, qui lui a réellement existé. Et alors lui, c'était l'homme le plus petit du monde, donc qui avait été découvert soi-disant par Barnum, sauf que pas de chance, en fait, c'était un petit garçon de 4 ans à qui il a appris à boire et à fumer, et qui d'ailleurs par la suite est devenu millionnaire. Et donc du coup, tout ça pour montrer que Barnum, c'était pas un mec vraiment sympa comme les Hugh Jackman dans le film. Et là, c'est là aussi où est l'intérêt du film, c'est de montrer justement comment la fiction, parfois au cinéma, peut dépasser la réalité et comment un réalisateur peut s'approprier justement l'histoire de quelqu'un, parfois à ses risques et périls, parce que du coup, le spectateur n'est pas censé savoir justement à quel moment s'arrête justement la fiction de la réalité. T'as raison. Sauf que là, c'est un choix, comment dire, c'est un choix plus de public, de s'adresser à un certain public, je trouve. Alors que certains, dans des biopics, prennent des partis pris en mode, je sais pas, c'est mon avis sur telle personne, je défends telle personne, etc. Là, c'est plus, j'ai envie de m'adresser à telle personne, donc j'occulte volontairement la partie dark pour faire passer ce mec pour le chef d'un cirque où tout le monde est heureux, les éléphants sautent dans les airs et tout, c'est la folie. Oui, pour donner un autre exemple, quand parfois la fiction dépasse justement la réalité, plus récemment, il y a le film I, Tonya là, qui sort fin février, qui est l'histoire justement d'une patineuse artistique qui était prête à tout pour réussir, notamment à casser les jambes d'une de ses partenaires de concours. Le réalisateur a choisi aussi de donner sa vision de ce caractère en édulcorant un petit peu et en le victimisant aussi un petit peu, chose qui peut aussi parfois poser des problèmes parce que personne ne sait en regardant ce film où se trouve la réalité et où se trouve la part fictive inventée par le réalisateur. Et quand c'est des biopics, moi je trouve ça parfois assez dérangeant. C'est toujours le problème du biopic. Tu regarderas, dès qu'un biopic sort, il y a toujours un article qui dit ouais, à quel point il a collé à la réalité, à quel point il a fantasmé sur ça. Dès que tu traites d'un truc réel, forcément, tu as soit ton côté fantasme qui s'exerce, et il y a notamment un article qui est sorti, mais on aura l'occasion d'en reparler pour la saison 2 d'American Crime Story sur l'assassinat de Versace. C'est chacun, quand il réalise un biopic, met un peu de lui-même ou met un peu de ce qu'il aimerait qu'il se passe ou qu'il se soit passé. Mais c'est ça qui fait tout l'intérêt d'un biopic aussi. Là, c'est juste que, pour revenir à The Greatest Showman, c'est un parti pris de public. En gros, il a décidé d'occulter la part sombre pour se concentrer sur le côté plutôt bon enfant et Disney Channel. En fait, on est vraiment dans du Disney Channel et la preuve, on a deux des acteurs qui viennent de ce milieu-là, qui sont Zac Efron, puisque il me semble que High School Musical, etc. Enfin, tout cet univers, c'est du Disney Channel. Et elle s'appelle Zendaya, qui est la petite trapéziste, qui elle vient directement de Disney Channel et qui est comme tant d'autres, Miley Cyrus, etc., qui est directement issue de ça. Ouais, un parti pris d'ailleurs plutôt bien réussi, puisque aux États-Unis le film cartonne. Il fait partie des 5 films les plus vus d'ailleurs depuis Titanic, donc c'est quand même pas mal. Ouais, bah c'est hyper bien marketé. Tu mets Zac Efron, tu mets Hugh Jackman et tu mets Zendaya, là c'est parti. Donc pour ça, c'est quand même un film qui a très bien marché. Les mecs ont élu Trump et c'est le 5e film de l'histoire. Bon, en vrai, c'est un film qu'il faut aller voir, en tout cas si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez le chant, la danse. C'est vrai que c'est un film qui donne la pêche. Objectivement, tu sors, t'as envie un petit peu de sautiller dans la rue, un petit peu moins que La La Land, on est d'accord. C'est quand même un film où il y a énormément d'énergie, c'est un feel-good movie où tu te dis que tout est possible dans la vie, hein, tout ça, on a bien compris. Si tu veux réussir à aller jusqu'à tes rêves, tu peux y arriver. Donc voilà, pour ça, c'est un bon film. Là où La La Land est considéré comme un film brillant, peut-être un des meilleurs de ces dernières années, c'est qu'il arrivait à concilier ce côté chanté, qui était forcément qui étaient des musiques qui restent en tête et qui aujourd'hui la BO est dans tous les iPods du monde, et le côté scénario qui était vraiment hyper bouleversant, qui prenait au trip. Là honnêtement il faut faire le choix de tout abandonner, de laisser son cerveau au vestiaire, de s'installer tranquillement dans la salle. Et encore, moi personnellement j'ai pas non plus été bouleversé par les chansons, parfois j'avais vraiment envie de me boucher les oreilles. À part celle qui est le titre premier qui revient souvent, et peut-être parce qu'il revient souvent qu'on l'aime bien, mais le reste des chansons j'ai trouvé ça vraiment décevant et un peu relou. Et puis si je pouvais rajouter un petit truc au niveau du casting,
casting, essayer de démonter un mythe qui est que Hugh Jackman joue bien, le mec joue comme un yep, c'est un enfer. Ok, il bouge bien, il a une vraie présence, une vraie carrure. Dès qu'il ouvre la bouche, mon Dieu, l'enfer. Je ne comprends pas la carrière de cet homme, à part dans Wolverine où il marmonne, il râle et ça passe à peu près, le reste c'est franchement pour moi dégueulasse. Alors toi t'es complètement dingue, c'est un mec qui a fait des rôles ultra éclectiques et qui les a toujours assumés jusqu'au bout. C'est un mec, c'est un virtuose dans son genre, il a une maîtrise de son corps, dans ce film notamment qui est absolument dingue. C'est un vrai showman et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a eu ce rôle. Il faut quand même savoir que ce film, le réalisateur en a eu l'idée en voyant justement la prestation de Hugh Jackman aux Oscars de 2009, dont il faisait la présentation. Le mec était tellement dingue sur scène, il a fait une entrée notamment un peu à la Fred Astaire. Il avait une telle prestance que le réal s'est dit ok, on va faire un film sur Barnum et le héros principal sera Hugh Jackman. Je suis désolée. Cite-moi les grands rôles de Hugh Jackman. Il y a X-Men, wow. Wolverine, Les Misérables, j'ai détesté donc ça marche pas. Tu vois, on a du mal à. Australia, j'ai pas aimé, mais il jouait bien dedans. Australia. Baz Luhrmann. Le Prestige, ah j'ai pas aimé le Prestige non plus, merde. Ah j'ai pas aimé Prestige. Ah non, si, le Woody Allen où il est juste dingue dedans. Scoop. Ouais, tu vois, enfin, normalement un acteur aguerri d'Hollywood qui a 55 ans, il a derrière lui 10 films iconiques. Non, il les a pas, et parce que dès qu'il ouvre la bouche, t'es comme ça. Non, il a son petit sourire niais de vieux beau gosse. Pas du tout, c'est aussi un choix de film, et peut-être qu'il n'a pas été toujours excellent dans le choix de ses films. En attendant, moi je trouve que c'est un bon acteur, c'est un mec surtout qui a une vraie prestance, qui a un vrai charme, un vrai charisme, et objectivement, il n'y a plus beaucoup d'acteurs qui ont autant de charisme et autant de charme aujourd'hui. Ah, mais son charme, ok. Le charme, il faut vraiment démonter le mythe Hugh Jackman. Le charme, ça fait pas tout. Faut ouvrir la bouche et faire dire un truc bien avec le. Jaloux. Ouais, je suis peut-être jaloux. Ok, non, surtout j'ai oublié le film Prisoners dans lequel il tient le premier rôle, qui est juste un de mes films préférés. C'est un thriller juste hallucinant de Denis Villeneuve. Et dedans, il joue avec brio. Tu pourras pas dire le contraire. D'ailleurs, devant, il flippait comme un dingue. T'as réussi à oublier que Hugh Jackman jouait dans ton film préféré. Pour moi, c'est l'illustration la plus simple que Hugh Jackman, tu le regardes et puis tu l'oublies. Quoi? Moi, j'oublie jamais, personnellement. Eh ben écoutez, le débat est ouvert. Dites-nous en commentaire si vous êtes Team Léo ou Team Julie sur Hugh Jackman, parce que là, on n'est pas d'accord du tout, et moi je considère que c'est la pire arnaque du XXe siècle. 21e. Mais comment tu peux dire ça? Je trouve qu'il joue comme un yep, c'est mon avis. Pour ce qui est de mon verdict, j'ai mis la note de 6 sur 10 pour Hugh Jackman d'abord, tu sais, celui qui tient le premier rôle. Pour aussi le côté show-off du film, c'est quand même un film de spectacle et pour ça, je trouve qu'il arrive quand même à nous donner envie de danser et de bouger un petit peu nos fesses sur notre fauteuil. Il y a quand même une bonne comédie musicale, certes assez mièvre, assez moraliste, assez américaine au final, mais bon, ça passe. Ok. Ouais, bah moi pour Hugh Jackman, je mettrais pas 6, je mettrais 4, je pense. Non, allez, 5, parce que en fait j'y suis allé en me disant, oh mon Dieu, j'aime pas les comédies musicales, franchement, à part La La Land, j'ai tout détesté. Et j'étais quand même moins déçu que ce à quoi je m'attendais, donc la moyenne, c'est mérité, on est pris par le film, ça joue un peu comme des casseroles, certaines chansons sont vraiment nulles, mais le décor, on se laisse prendre par l'univers, donc 5 sur 10 la moyenne. Allez voir le film, dites-nous ce que vous en pensez et dites-nous surtout ce que vous pensez de Hugh Jackman. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous, ciao. Salut.